Eh Super. bien, voilà, Bonsoir. commence à y avoir du monde qui arrive sur le chat. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Claire-Lise. Bonsoir Amandine, je suis donc Claire-Lise. Claire-Lise, ce soir, on est là pour que tu nous présentes euh, tes groupes, les groupes que tu as créés, mais surtout les sujets brûlants aujourd'hui dans le monde de la santé humaine. Donc c'est Ouais, vaste, la santé humaine. ouais, la santé humaine, c'est un monde vaste effectivement, mais qui est aujourd'hui en malade. Donc on peut inclure ce grand groupe de tous les soignants, Mhm. donc ceux qui font des soins, mais aussi de tous ces accompagnants. Donc dans le monde de la santé humaine, je mets aussi le monde de l'accompagnement et donc du développement personnel, donc le coaching, développement spirituel, parce que ça prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui, et les ponts entre la thérapie, le coaching et la spiritualité, maintenant, les limites sont pas très distinctes, les ponts sont faciles, et ça crée beaucoup d'amalgame actuellement dans un monde général qu'on peut appeler le monde du bien-être. Et aujourd'hui, nous sommes dans un bilan qui est assez préoccupant euh, pour les personnes qui recherchent des soins et de l'accompagnement. Et cette préoccupation doit nous interpeller, nous, les accompagnants, et donc on doit pouvoir en parler ensemble pour comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, tout le monde en société, et où c'est que nous allons ensemble. Ok. Donc quand tu parles des soignants, ce sont vraiment des professionnels. C'est quoi se professionnaliser en fait aujourd'hui dans le soin? C'est quoi être professionnel dans le soin? Ben, c'est ce qu'on va voir tout au long de ce live, hein, parce que c'est pas si facile. Euh, D'abord, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on est quand même perdu dans une diversité des approches. Voilà. Euh, On parle d'approche holistique, on parle d'approche de médecine thérapeutique, enfin de différents domaines en fait, c'est ça? Il y a l'approche du bien-être, de la santé mentale, du corps. oui, la difficulté qu'on va avoir, donc, elle est multiple. Il y a la difficulté pour les soignants au sein de la corporation des soignants ou des accompagnants, des coachs, euh, où il y a un clivage en fait dans toutes ces approches et il n'y a pas de reliance entre nous. Mhm. Donc il va y avoir la difficulté pour les personnes qui sont accompagnantes ou soignantes et la difficulté pour les patients qui sont en recherche de soins et pour leur famille aussi, parce qu'il y a une telle multiplicité de propositions aujourd'hui que tout le monde est perdu. Alors juste, je regarde s'il y a du monde dans le chat. Est-ce qu'on attend un petit peu avant de lancer vraiment le sujet? En tout cas, bonjour à tous ceux qui sont là dans le chat. Bonjour à ceux qui vont nous regarder en replay. Pour moi, ce qui était important ce soir dans ce live, c'était de pouvoir faire passer une discussion entre nous, de pouvoir lancer une discussion entre professionnels, mais aussi avec les clients, les patients, et qu'on puisse ensemble avoir un sujet de réflexion et de prévention autour de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire un regard de recul, de dézoomage sur ce qu'on est en train de vivre, parce que souvent on a un regard focus, euh, chacun dans son métier, chacun dans sa partie. Et nous sommes en train de vivre un grand mouvement sociétal actuellement depuis une dizaine d'années. Euh, et donc, pour moi, ce qui est important ce soir, c'est aussi de pouvoir parler ensemble dans ce live de ces choses-là, de savoir ce que les gens vivent, ce qu'ils en pensent, de pouvoir interroger aussi les professionnels, et puis aussi, finalement, de pouvoir que ce soit aussi un espace de prévention pour les personnes qui sont en soins, parce qu'il y a des choses aujourd'hui à vérifier chez les personnes à qui on confie notre santé, notre inconscient, notre santé mentale, psychologique, émotionnelle, relationnelle, des fois amoureuse. Il est important aujourd'hui de vérifier la compétence de certains soignants parce qu'on est dans un grand flux aujourd'hui de perte de compétences professionnelles, ce qui est très préoccupant parce que
on est en train de vivre à la fois une grande dynamique qui a tendu à aller vers le bien-être, le mieux-être, et en même temps, on s'aperçoit que depuis 10 ans, euh, cette dynamique sociétale qui s'est comme épanouie, qui s'est expansée, qui s'est ouverte vers cette dynamique du bien-être, nous amène aussi dans une maltraitance systémique. Donc tout un système qui est devenu maltraitant aussi. Donc c'est de ça dont je voudrais parler. Il y a Béa qui dit en effet que c'est difficile de trouver les bons thérapeutes et compagnons. Tu vois, tu parles de prévention. Donc du coup, c'est vrai que pour aller mieux, on a besoin d'être en sécurité avec une personne. Comment on sait qu'on va vers les bonnes personnes? Comment on sait enfin, c'est quoi en fait? Comment on peut légiférer? Ou est-ce qu'il existe, je sais pas, quelque chose pour reconnaître les thérapeutes, hein, comme un label un petit peu? Comment Alors ce sont des questions de société aujourd'hui, donc j'aurais pas la réponse. La question c'est est-ce qu'il faut légiférer? Il y a un film qui parle de ça, qui a fait un petit peu carton cinéma dernièrement, c'est le film Coach. Je sais pas si tu l'as vu, Amandine. Je l'ai pas vu, mais ouais, ça fait partie des films que j'aurais aimé voir. Ok. Ça fait vraiment partie des films qu'on pourrait, par exemple, tu vois, proposer en séance de supervision. Comme ça, en soirée Zoom, regarder ce film ensemble et ensuite en débattre entre professionnels. Parce que ce film, il soulève plein de sujets d'actualité, dont le côté de l'État français, comment il va légiférer sur tout ça, en fait. Est-ce que c'est possible et comment? Nous, de l'autre côté, quand nous sommes en groupe de supervision et que nous nous questionnons entre professionnels sur cette question de comment nous, en tant que professionnels, nous pouvons nous démarquer de toute euh, une masse qui est arrivée depuis 10 ans de personnes qui proposent des prestations où il y a une perte de compétences professionnelles réelles. Comment nous pouvons nous démarquer? Ben, nous n'avons pas encore les solutions. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. La première chose que j'aimerais poser comme repère dans ces diversités, dans ces approches diverses, euh, c'est que c'est vraiment poser le fait qu'il y a eu une évolution depuis 10 ans énorme. Il y a 10 ans, quand on voulait aller consulter, soit on allait voir un psychiatre, soit une psychologue, et on savait qu'il y avait divers courants thérapeutiques qui s'étaient développés depuis le siècle dernier, et on trouvait ces personnes qui faisaient, soit c'était le bouche à oreille, soit on trouvait la com dans les magasins bio. C'était un petit peu comme ça qu'on faisait, on mettait nos cartes, nos flyers, et on avait du monde. Euh, Depuis 10 ans, en fait, ce qui a fleuri, c'est les salons bien-être, en fait, euh, où il y a énormément de communication sur des nouvelles méthodes, outils. Un exemple tout simple, dans le village où je suis, dans le sud de la France, je suis dans un village. Il y a 10 ans, on était deux praticiennes à exercer de la thérapie ou des soins d'accompagnement. Aujourd'hui, je ne sais pas, on doit être entre 10 et 20 en 10 ans. Donc c'est dans un petit village. Donc il faut voir qu'il y a eu tout un mouvement sociétal de burn-out, de ras-le-bol d'une société maltraitante et d'une envie d'une reconversion professionnelle vers le bien-être. Sauf que ces métiers du bien-être, ils sont excessivement difficiles à exercer. Pourquoi ils sont difficiles? Parce que toute la journée, nous travaillons avec des personnes qui vont mal, et nous sommes au cœur de la souffrance toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc il va se passer des choses en nous, avec nos clients, nos patients, qui vont effectivement mettre en route nos propres mécanismes de défense face à la souffrance et faire écho à la nôtre. Et donc ce sont des métiers qui sont pas faciles, pas faciles. Et se professionnaliser, c'est finalement monter en compétence dans la capacité à comprendre ce qui se passe au cœur de la souffrance et comment, dans la relation thérapeutique ou d'accompagnement, nous allons mettre en place une sécurité dans le lien pour que la relation devienne thérapeutique et non une relation d'inconscient à inconscient, parce que dans toutes les relations humaines, les inconscients communiquent.
Et le problème, c'est si l'inconscient du thérapeute se met à communiquer avec l'inconscient du patient, ce n'est plus une relation thérapeutique, ça devient une relation normale et il va y avoir des dommages à la fois pour le patient et pour le thérapeute. Oui. Enfin, Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette multiplicité des regards, depuis 10 ans, euh, donc il y a cet effet en fait, de mode un petit peu de tout le monde qui fait son burn-out se reconvertit et veut aller dans le bien-être. Il y a eu des écoles qui se sont montées et qui ont fait du business, en fait, de nouvelles techniques, de nouvelles approches, et qui sont des méthodes qui tout le monde peut te proposer un certificat. Donc on dit que c'est qualifiant, qu'on est certifié, mais ça ne veut rien dire. On peut prendre un certificat comme cela. Donc c'est pas forcément des écoles qui vont donner une qualité professionnelle. Et donc tu peux mettre ta plaque et devenir un praticien de ce que tu veux. Bon, ça c'est le côté un petit peu évolution de la société. Maintenant, est-ce qu'on peut en vivre? Eh bien, c'est pas évident parce que de plus en plus, il y a du monde. On est un peu noyé sous une masse de communication et d'informations. Et donc, finalement, là où avant on était deux, maintenant, si on est 20, effectivement, dans le même périphérie, il va y avoir une dilution des consultations. Et le problème, c'est que les personnes qui vont aller dans ces consultations qui ne sont pas de qualité professionnelle vont vivre des expériences qui parfois peuvent être dommageables. Et il va y avoir une confusion petit à petit dans la société du monde de la thérapie, c'est-à-dire ou du coaching. C'est-à-dire que le monde de la thérapie, du coaching peut être rapidement amalgamé à une forme de dynamique de mode qui n'amène pas une vraie évolution intérieure. C'est comme ça qu'est né en fait ce qu'on appelle le New Age. Le New Age, c'est toute une dynamique qui s'est créée suite aux années 60, quand en fait en France et en Europe, on est sorti d'une société patriarcale et d'une domination d'une religion et qu'on s'est ouvert en fait à des pratiques spirituelles qui venaient de l'Orient, entre autres. Il y a eu une appétence en fait spirituelle vers ces dynamiques-là. Le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on a fait une espèce de salade composée de plein de courants spirituels et que en fait la spiritualité, la vraie, c'est pas du bien-être, c'est quelque chose qui nous fait aller dans nos profondeurs et traverser des espaces qui nous font aller vers notre âme et notre être intérieur, et que ce sont des vrais chemins initiatiques et que petit à petit, on a proposé des pratiques un peu spirituelles New Age, sans profondeur, sans suivi initiatique. Et on s'est retrouvé avec des personnes qui avaient des formes de croyances toutes faites, de dogmes, de pensées sans profondeur, qui amalgamaient ça avec de la thérapie ou des soins. Et finalement, le monde du bien-être est devenu une forme de religion avec ses croyances, ses dogmes, ses injonctions, son bien, son mal et ses pratiques à faire, etc., etc. Donc on en est là aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion qui crée un amalgame et c'est assez préoccupant. Alors, à la question comment on s'y retrouve, la première chose, c'est de comprendre comment fonctionne l'être humain, la santé et l'équilibre. En fait, la santé, c'est une rupture d'équilibre. Et la dynamique positive de tout ça, c'est que probablement qu'on est vraiment en train de changer de société et que ce mouvement qui a été assez positif au démarrage, dans une forme de liberté, d'aller connecter d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres courants de pensée et d'autres pratiques thérapeutiques, eh bien, il nous amène, on en trouve aujourd'hui la limite, mais il nous amène dans un changement de société. Et il a eu cet effet positif de pouvoir nous amener dans un regard plus réel de l'être humain. Et aujourd'hui, on comprend que, en fait, l'équilibre de l'être humain, elle est sur plusieurs couches, que moi j'appelle les couches d'intégrité. Et on va pouvoir organiser tous ces soins par rapport à ces couches d'intégrité. D'intégrité, c'est en fait comment l'être humain, il va pouvoir intégrer dans chacune de ces couches
les parties de lui qui sont en rupture d'intégrité, c'est-à-dire cassées, et pouvoir petit à petit débloquer, réparer, faire circuler les informations dans des espaces en lui d'intégration dont il a besoin pour retrouver un équilibre intérieur. Alors, du coup, dans tout ce que l'on trouve dans la société, on va pouvoir s'y retrouver si on arrive à classer tous ces métiers par rapport à ce modèle des couches d'intégration. Par exemple, la première dynamique que va avoir un être humain, en tout cas dans son système intracellulaire, c'est la dynamique vibratoire, qu'on peut appeler la dynamique quantique. Et on va retrouver tout ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies quantiques qu'on va pouvoir mettre à ce niveau-là. Au-delà de ça, donc l'espace quantique va se transformer en un espace énergétique et on va pouvoir retrouver toutes les thérapies énergétiques. Au-delà de ça, au-delà de l'espace énergétique, il y a un espace corporel et on va retrouver toutes les thérapies corporelles. Au-delà de l'espace corporel, on va retrouver l'espace psychocorporel. Donc, c'est le lien entre la psyché, comment circulent les informations entre la psyché et les émotions et le corps. Et on va retrouver toutes les thérapies psychocorporelles. On va retrouver un espace émotionnel et on va retrouver toutes les thérapies émotionnelles. On va retrouver, au-delà de ça, un espace psychologique. On va retrouver les thérapies psychologiques. Et au-delà de tout ça, il y a l'espace de la conscience et on va retrouver toutes ces dynamiques un petit peu spirituelles qui tendent à essayer de nous faire aller vers une nouvelle conscience. Et ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui de comment fonctionne l'être humain dans toutes ces couches d'intégration et l'équilibre qu'il va en avoir. Et c'est là-dessus qu'on va travailler sur les thérapies intégratives. C'est comment ça s'intègre de couche en couche. Et autour de lui, il y a toute la dynamique systémique, c'est que l'être humain fait partie d'un système, son propre système à lui. Il y a aussi le système de son couple, son système familial, son système sociétal, éventuellement religieux, culturel, donc son pays, le système sa place dans le monde, l'être humain, et ensuite on va pouvoir encore diversifier les systèmes, augmenter le dézoomage et l'être humain, il évolue dans des systèmes cosmiques et universels. Et là, on est dans tout ce qui est les thérapies systémiques. À partir de là, quand on connaît ça, on peut voir comment se situent les soignants et quel type de thérapie nous correspond en fonction des symptômes que l'on a. Et c'est là où c'est intéressant que les soignants eux-mêmes connaissent cette façon de comprendre l'être humain, qui est une façon intégrative et holistique, pour pouvoir éventuellement dire à une personne, il me semble que votre problématique, elle est aussi reliée à telle ou telle couche d'intégration. Et là, moi, je suis limitée parce que moi, je ne peux pas vous accompagner là, il faudra aller voir tel ou tel thérapeute. Et c'est là où on va faire la prévention sur l'errance thérapeutique. Ok, super. Alors du coup, on a deux questions dans le chat qui en fait vont un peu dans le même sens. Alors, Péane demande quels seraient les critères de qualité professionnelle des accompagnants thérapeutes et la supervision aide-t-elle aussi à faire travailler au thérapeute cette intégrité avec ses patients et dans sa posture. En fait, du coup, moi, j'aimerais revenir à ce que tu as dit de ces personnes qui se reconvertissent parce qu'il y a une quête, un burn-out dans ce qu'elles étaient, il y a une quête de bien-être et elles se reconvertissent dans le bien-être. Donc, il y a vraiment cette démarche d'aller mieux soi quand on est thérapeute, c'est un peu connu. C'est assez évident que quand on va être face à des personnes, euh, du coup des patients, il y a l'effet de projection. Comment en fait ce que tu proposes dans les supervisions peuvent être des garde-fous en fait ou des en tout cas un cadre structurant pour ces personnes qui sont en quête personnelle de bien-être et qui vont avec cette quête entraîner d'autres personnes et comment on fait pour éviter de tomber du coup dans ces abus que peuvent représenter certains thérapeutes, coachs.
Bon, là, on est vraiment sur une question basique du métier. C'est-à-dire, si on en est là, c'est qu'on n'est pas dans, déjà, on n'est pas dans le métier. C'est-à-dire que si on en est à utiliser le patient pour nous aller mieux, on n'est pas dans une posture d'accompagnant. On n'est déjà pas dans une posture professionnelle. Il y en a beaucoup, je sais. Hein. Là, c'est un problème de conscience, en fait, de comment on utilise un métier et une relation pour se faire du bien à soi. Ces gens-là, on ne va probablement pas les retrouver en supervision. Ils n'ont pas intérêt à y aller parce qu'en fait, prendre une posture professionnelle, ça va être exactement l'inverse. Ça va être se mettre au service de l'autre et nous se mettre en posture de neutralité, d'être au service, d'accompagner, d'aller au cœur de la souffrance avec l'autre. Souvent, c'est dur, on prend cher et on n'est pas dans du bien-être. C'est-à-dire que toute la journée, on est en train de naviguer avec tous nos clients, nos patients, dans leur espace de souffrance. Et il me semble que être soignant, être accompagnant, aujourd'hui, c'est pas une mode, mais c'est quand même un appel profond de notre être. C'est-à-dire que on doit dedans se sentir à notre place. On doit être à l'aise dans les espaces de souffrance et pouvoir accompagner la personne à son rythme dedans. Donc, évidemment que le thérapeute, il est concerné, on ne fait pas ce métier par hasard, mais la première chose qu'on va nous apprendre à l'école et dans les premières supervisions, ça va être ce travail sur la posture qui va être d'être au service de l'autre et avec l'autre et de nous mettre en recul dans une posture de neutralité. Elle est excessivement dure à acquérir, cette posture, et elle se perd parfois, et c'est là où la supervision nous aide à pouvoir lâcher. Et pourquoi elle se perd, cette posture de neutralité? C'est que derrière, en fait, le thérapeute, il y a l'être, il y a nous qui vivons, et on raisonne avec les problématiques du patient. Des fois, on se prend des chocs en pleine figure, avec des souffrances qui font écho aux nôtres, ou des patients qui suicident, ou des patients qui sont en désespérance ou en souffrance énorme. Rester neutre, c'est difficile. Donc cette posture, elle se travaille, c'est-à-dire ça, c'est déjà un premier outil professionnel. Le premier, c'est le cadre. Il va falloir qu'on définisse le cadre de la relation qu'on va mettre en route avec nos patients. Dans quel cadre ils viennent nous voir et dans quel cadre je me fais payer. Et en permanence, dans ma psyché, je suis dans mon cadre. Ils viennent pour me payer, ils me payent pour ça, et moi, je suis là pour ça. Et ensuite, ma posture, c'est-à-dire comment je me positionne dans mon corps, dans mon écoute, dans ce que je vais dire, dans comment je me présente, va toujours être en lien avec mon cadre et la demande du patient ou du client, et jamais à mon service. Et ça, c'est douloureux pour notre ego, et c'est pour ça qu'on a besoin d'espace en supervision pour lâcher la pression. Parce que derrière, il y a un vrai être qui se prend en pleine figure une réalité humaine, et c'est là où on va à un moment passer de c'est super, on va devenir thérapeute, j'ai fait une école, c'est sympa, on travaille plein de choses, je découvre des choses, je sors d'une forme de burn-out, de maltraitance sociétale à un monde du bien-être. Et tout d'un coup, dans le cabinet, à un moment, on va retomber dans un système qui va se mettre dans un mal-être parce que on va activer nos mécanismes de défense pour se défendre de ce même pourquoi le client vient nous payer. On va se défendre de sa souffrance, des échos que ça en nous, et on va se barricader. Donc nos mécanismes de défense vont se mettre en route. Et si on n'a pas un espace pour lâcher ça, si on n'a pas un espace pour être pris en charge et pour pouvoir déposer ça en toute humilité et en toute vérité, eh bien on va aussi basculer dans un espace de mal-être et partir dans un burn-out. Et aujourd'hui, il y a énormément de thérapeutes qui sont en burn-out.
Et là, ils deviennent maltraitants parce qu'on ne supporte plus la souffrance de l'autre. C'est un moment, nos mécanismes de défense rejettent et on n'en peut plus de l'autre et de sa souffrance. Donc, on va soit devenir excessivement barricadé derrière une posture, un cadre et une thérapeute assez technicienne et sèche, soit on va basculer dans la maltraitance thérapeutique et au bout de 10 ans de cette évolution sociétale, on est actuellement dans des dynamiques où il y a énormément de patients qui viennent nous raconter des choses qu'ils vivent avec des thérapeutes qui sont vraiment... c'est-à-dire qu'en plus de la maltraitance éventuellement qu'ils ont vécue dans leur enfance ou dans leur couple ou dans la société, comme du harcèlement, il y a par-dessus la dose de la maltraitance thérapeutique, mais on va retrouver ça dans les dynamiques de groupe, hein, dans tous les groupes spirituels. Il y a énormément de passages à l'acte des animateurs sur les personnes dans le groupe, parce que les animateurs ne sont ni qualifiés pour faire ce qu'ils font, ni suivis. Et la supervision offre un espace d'évolution. C'est-à-dire quand on démarre au moment de l'école, après l'école, on est tout neuf dans un nouveau métier. Et c'est par l'expérience et par la supervision qu'on devient un vrai professionnel. Ok. En fait, il y a un vrai danger pour les soignants, les accompagnants qui travaillent dans, dans le bien-être et dans l'accompagnement à ne pas être supervisés. Et c'est quoi la différence du coup entre la supervision seule et la supervision du groupe? Parce que tout à l'heure, tu parlais du coup de pluridiscipline, de différentes couches, d'intégrer, de supervision, enfin d'intégration, pardon. Est-ce que tu peux expliquer ça du coup, Claire-Lise? Alors, il faut bien comprendre qu'on est dans quelque chose qui se cherche aujourd'hui, hein, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais là, ça fait 10 ans que ça prend, c'est la courbe à l'exponentielle. Et donc, dans les groupes de supervision auxquels je participe, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'on est en train de réaliser, surtout après 2020, on est en train de réaliser là tout d'un coup qu'il se passe un truc qui ne se passait pas avant. Donc, dans ces 10 ans, on a mis 5 ans après un peu à comprendre ce qu'on était en train de vivre, qu'il y avait un vrai changement. Et là, ça fait 5 ans qu'on se dit, là, on ne sait plus quoi faire, nous, les professionnels, qu'est-ce qui se passe dans la société. Donc, tout ça, c'est un questionnement. Jusqu'à présent, il était assez conventionnel pour des écoles qualifiantes et sérieuses de proposer à leurs élèves, ensuite qui devenaient des praticiens, des espaces de supervision. Donc, il y a un espace de supervision de groupe qui correspond aux outils auxquels on a été formé. Ça permet d'apprendre son outil, de devenir un vrai professionnel avec son outil. Donc, on apprend de nos erreurs, on apprend des erreurs des autres, et petit à petit, on a appris des outils à l'école, mais à force de pratiquer et de se superviser ensemble, on apprend, on devient de plus en plus un professionnel de cet outil. En principe, on travaille aussi la relation thérapeutique en plus de l'outil. En principe, c'est pas évident. Là, la supervision individuelle, c'est un plus qu'on se donne pour aller travailler soi ce qui se passe dans l'espace de notre cabinet ou des groupes qu'on anime ou de notre espace professionnel. Qu'est-ce qui se passe, pour moi en particulier, dans un espace de supervision? Donc la supervision, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans mon métier et qui va avoir une supervision, c'est un œil extérieur. Donc il y a moi qui vis mon truc au cabinet et la supervision, c'est un œil extérieur qui a de l'expérience et qui va pouvoir me dire, mais moi, je vois que tu vis ça en fait. Donc la supervision individuelle, c'est un espace privilégié où je me paye soit à la demande, soit une fois par mois, quelqu'un dans une relation juste intime de lui à moi, qui va me connaître et qui va m'aider à comprendre ce qui se joue essentiellement dans ma relation à mes patients, à mes clients. Parce qu'en permanence, cette relation, elle est en travail, et elle est en travail chez eux, et on les accompagne, et elle est en travail chez moi. Et donc, ce travail qui va se faire en moi avec tous mes clients, je suis en travail tout le temps avec tous mes clients, eh bien, il me faut un espace pour le déposer. Donc souvent,
on dépose des cas les plus lourds. Et dans les groupes de supervision, on va travailler des questionnements qu'on a sur les outils, mais éventuellement aussi sur la relation thérapeutique. La puissance du groupe, c'est que elle va nous donner un écho pluriel, c'est-à-dire que quand j'écoute la problématique de ma collègue, forcément, ça vient soit me parler de quelque chose que moi aussi j'ai vécu, ou quand je vais le vivre, je vais me rappeler ce qu'on avait traversé en supervision, et ça va me donner, en fait, de la consistance, de la prestance, de la présence, cette posture professionnelle qui fait que parce que je l'ai traversé dans un groupe, je l'ai intégré, je l'ai appris, parce que dans le collectif, on l'a travaillé, et du coup, je vais pouvoir mieux l'intégrer et mieux le gérer en fait. Ça, son avantage, c'est que c'est préventif, c'est-à-dire que mes collègues peuvent parler de situations qu'ils ont vécues, que je n'ai pas encore vécues, mais le jour où je vais le vivre, je l'aurai traversé avec une collègue. Et ça, son avantage aussi, c'est que ma problématique, quand je la pose, n'est pas vue que par une personne qui a juste son regard, mais elle est vue par un collectif qui a un regard pluriel et qui va pouvoir me faire aller dans le complexe et me faire prendre de la hauteur sur la situation et pouvoir souvent débloquer des espaces verrouillés dans les évolutions thérapeutiques ou de coaching qu'on a avec nos clients, nos patients, grâce à ce regard pluriel qui va me faire pouvoir prendre une position de recul sur ce que je suis en train de vivre. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que la dynamique de groupe, ça vient travailler notre dynamique d'appartenance. C'est un besoin fondamental chez l'être humain d'appartenir à un groupe. Faire partie d'un groupe de pairs, ça me permet, quand j'ai une difficulté au cabinet, de me dire à la prochaine supervision, il y a un espace où je vais pouvoir en parler. Et tout de suite, ça relâche. On n'est pas seul. D'autre part, quand on vit des processus difficiles avec certains de nos clients ou patients ou certains groupes que l'on accompagne, en fait, quand on a travaillé en groupe et qu'on a eu cette présence forte de plusieurs regards, plusieurs personnes qui nous a accompagnés dans notre cas pratique quand on l'a présenté, quand on va ensuite continuer à travailler avec ce client ou ce groupe, cette situation difficile, en fait, on n'est pas seul, on a l'impression que le groupe est avec nous. Et ça nous donne une présence forte dans la problématique qui est démultipliée par rapport à si on était seul au cabinet ou seul avec un superviseur. Ok. Et là, tu parles bien de supervision de groupe avec des outils différents, c'est-à-dire que c'est des groupes où tout le monde vient d'une école différente ou pratique. Non, là je parlais de groupes pas forcément avec des outils différents. Après, les supervisions donc, que moi je propose, qui sont holistiques et intégratives, c'est une étape supérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous apercevons que la proposition de soins, elle est multiple, que nos patients, en fait, ils peuvent aller butiner plusieurs thérapies en même temps, plusieurs pratiques, plusieurs méthodologies. Et nous avons besoin de développer cette compétence, nous aussi. Donc, j'ai parlé de toutes ces compétences holistiques et intégratives, ce regard holistique, c'est-à-dire multiple. Avoir la capacité, c'est pas parce que je fais, par exemple, je sais pas moi, de l'acupuncture, alors encore que là, c'est holistique, que je fais un massage de pied, là, comment ça s'appelle, avec... Plantaire? Hein? La réflexologie plantaire? Voilà, la réflexologie, par exemple, si je me suis spécialisée en réflexologie, c'est pas parce que je fais la réflexologie que je ne peux pas avoir un regard sur l'espace vibratoire, sur l'espace psychologique, émotionnel, etc. Donc, plus les professionnels arrivent à avoir ce regard holistique et intégratif, plus ils vont pouvoir expliquer au patient ce qu'il est en train de vivre dans les soins, l'accompagner dans l'intégration des soins, parce que suite aux soins, il va se passer des choses pour le patient et le client dans les semaines qui arrivent, les jours, les semaines qui arrivent, voire les mois qui arrivent. Et nous sommes responsables, en fait, d'accompagner nos patients dans l'intégration de nos soins. Et l'intégration, elle va se faire sur plusieurs couches. Donc, aujourd'hui, nous devons avoir ce regard pluriel parce que nos patients le cherchent et que nous ne sommes plus dans une dynamique où nous utilisons qu'une seule méthodologie, qu'un seul courant thérapeutique
parce qu'en fait, nos patients, rarement, ils nous suivent pendant 10 ans, comme ça se faisait avant. Donc aujourd'hui, les patients, ils font un peu d'acupuncture, ils font des massages énergétiques, ils font du qigong, ils font de la thérapie, ils font des groupes de femmes chamaniques, et là-dedans, en fait, ils arrivent avec des émotions, du vécu, une dynamique intérieure. Nous ne sommes pas multicompétences, mais nous devons de plus en plus apprendre à comprendre ce qu'ils vivent et à pouvoir le leur dire. Et c'est là où moi je parle de psychoéducation. C'est-à-dire qu'à un moment, les symptômes qui nous ramènent sont aussi dus au fait qu'ils butinent trop et qu'il y a trop d'activation dans l'inconscient et qu'à un moment, ils sont en train de vivre une forme de maltraitance systémique. Ça peut être ça peut être qu'il y a un rythme trop intense, qu'il faut ralentir. En tout cas, si moi je fais des soins de réflexologie et que dans le questionnement, ma cliente me dit qu'elle vient de faire un groupe de femmes chamaniques, qu'elle a fait il y a 3 jours de l'acupuncture, que je sais pas quoi, je dois pouvoir tout prendre en compte et comprendre où elle en est elle. Donc, la supervision, on est obligé aujourd'hui de sortir d'un regard focus sur une méthodologie, mais d'élargir sur plusieurs regards pour pouvoir comprendre avec des groupes holistiques les problématiques de nos patients et pouvoir au mieux les accompagner. Je vois qu'il y a des petites questions sur le chat. Est-ce que tu veux prendre le temps de regarder Ouais. les réponses, peut-être, à Béa et Julie? Donc, on parle de l'errance thérapeutique. Donc, l'errance thérapeutique. Dans l'errance thérapeutique, alors moi je ne me suis pas présentée, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai été infirmière pendant 12 ans en réanimation et ça fait 10 ans donc je suis psychosocio-somatothérapeute et je suis thérapeute holistique intégrative, donc j'ai plusieurs autres casquettes, formations que j'utilise au cabinet. Je suis aussi sexo-conjugothérapeute, coach et animatrice de groupe et superviseuse aujourd'hui. Donc ça fait 10 ans que je travaille tout ça avec beaucoup de supervision et de superviseurs et de questionnement. De mon expérience sur l'errance thérapeutique, de ce que j'ai vu depuis 10 ans et de ce qu'on a pu en comprendre aussi en supervision, dans mes groupes de supervision ou en supervision individuelle, il y a plusieurs dynamiques d'errance thérapeutique. La première, ce sont les personnes qui vont rechercher du bien-être sans comprendre que le mal-être, il est caché derrière des mécanismes de défense. Donc, il y a des pratiques de bien-être qui vont peut-être faire relâcher du stress, relancer de l'énergie, l'espace de parole, le fait de déposer, d'avoir quelqu'un qui nous écoute, tout ça au début, ça peut faire du bien. Mais ensuite, la thérapie ou même le coaching va nous faire dépasser des résistances, dépasser un fonctionnement pour amorcer du changement. Et donc, il y a une zone qu'il va falloir qu'on traverse où il y a des mécanismes de défense très activés et dans cette zone-là, on va rentrer dans le mal-être. Donc, la thérapie, elle n'est pas confortable. La thérapie, c'est pas vraiment du bien-être. La thérapie, la première dynamique, elle peut nous amener dans un mieux-être et ensuite, on va devoir traverser les mécanismes de défense pour aller rencontrer les blessures ou tout ce qui s'est engrammé de façon et d'autre qui génère la souffrance actuelle pour amener un changement de pensée, de croyance, une libération émotionnelle, libération d'informations, libération énergétique, une remise en intégrité de fractionnement, enfin plein de choses. Et finalement que la dynamique et l'équilibre de l'être puissent se retrouver dans quelque chose de plus intègre et de plus épanouissant. Eh bien, l'errance thérapeutique, ce sont des personnes qui veulent du bien-être et ne vont pas vouloir traverser les mécanismes de défense. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont dans les salons bien-être et on leur dit « j'ai la technique magique,
La copine, elle dit, ah, je suis allée voir telle personne, ça m'a fait vachement de bien. Donc, ils viennent vous voir. Et dès que on commence à aborder les espaces où il va falloir y aller dans les mécanismes de défense, eh ben, eux, ils disent, moi, j'arrête parce que j'ai une autre copine qui voit une autre personne, je préfère aller faire telle technique. Et en fait, il y a eu une espèce de pensée qu'il y avait des techniques magiques rapides qu'on n'avait pas avant. Or, en fait, c'est pas vrai. Les techniques magiques et rapides, c'est des techniques qui agissent toujours sur cette première dynamique où ça va amorcer un changement rapide. Mais personne ne peut faire l'économie de travailler les profondeurs de sa structure, les profondeurs de sa dynamique intérieure. Donc l'errance thérapeutique, c'est beaucoup de gens qui n'arrêtent pas d'aller en fait chercher du bien-être sans aller traverser en fait leur structure, ce qu'on peut appeler le pathos, hein, comment c'est créé, comment c'est construit de manière dysfonctionnelle. À un moment, il faut aller le traverser et ça, c'est pas simple. Il y a de la résistance, c'est pas magique, ça prend du temps. Et des fois, on n'a pas foi, des fois, ça prend du temps. Suivant les personnes, ça peut prendre entre 2, 3 ans, 6 ans, suivant les problématiques. Donc, il faut y aller, quoi. Mais après, c'est possible, en fait, que ça change. Donc, la première chose qu'on va observer dans l'errance thérapeutique, c'est un peu le butinage du bien-être, avec des promesses de société ou les copines qui te disent « moi, j'ai une thérapeute géniale » ou une technique ou « viens faire ci ». Et malheureusement aussi, des thérapeutes qui t'expliquent que les autres thérapeutes ont tort, en fait, qu'il y a une autre façon de faire qui est mieux, qui est plus facile, qui marche mieux, etc. Donc, cette errance thérapeutique, on la rencontre beaucoup. Donc, c'est dans finalement une société assez superficielle qui n'enseigne pas, qui n'éduque pas, qui n'explique pas que pour que la transformation se passe de manière durable, il faut aller dans ses profondeurs. Et ça demande du courage. Et c'est là où nous, les accompagnants, nous devons être au rendez-vous. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus narcissiquement, et pour nous, nos séances intéressantes d'amener du bien-être, du mieux-être. Mais dès qu'on va arriver dans les mécanismes de défense du patient, c'est difficile pour tout le monde et pour nous aussi. Et ça peut être long. Et c'est des séances où le patient ne va pas bien, il n'avance pas, il dit toujours les mêmes choses, on a l'impression d'être inefficace. Et donc, c'est inconfortable pour tout le monde. C'est là où nous, on doit beaucoup se faire superviser pour essayer de comprendre dans quelle dynamique est le client, le patient, et dans quoi nous, on se fait éventuellement piéger parce qu'il va nous embarquer dans ces mécanismes de défense. Il va lutter contre la thérapie. Donc, nous, dans cette errance thérapeutique, nous devons expliquer à nos patients, nos clients, ce phénomène. C'est-à-dire, à un moment, il va falloir choisir une méthodologie, un thérapeute et y aller. Et des fois, on peut utiliser plusieurs méthodologies, mais attention, parce que les mécanismes de défense, c'est quelque chose qui se défend d'une forme de souffrance, qui a été mis en place pour protéger, et si on les active trop par différentes techniques, ça va renforcer les mécanismes de défense et créer encore plus d'errance thérapeutique. Donc, il y a la deuxième source d'errance thérapeutique, c'est les personnes qui font énormément de thérapie, qui essayent avec plusieurs thérapies, comme un marteau-piqueur, d'enlever ces mécanismes de défense. Et en fait, la personnalité, la structure se défend de ça et va être encore plus névrotique, pathologique, et un pattern qui va devenir un peu plus corsé. Et le troisième niveau d'errance thérapeutique, c'est le problème des diagnostics. C'est des personnes qui ont des promesses de vente, hein, de promesses de soins, avec des thérapeutes qui n'ont pas fait les bons diagnostics et qui n'ont pas réorienté leurs patients vers les bonnes personnes. Donc, on peut voir des personnes qui errent pendant 10 ans de thérapeute à thérapeute, et le thérapeute, il a des bénéfices à avoir des clients et une fidélité de sa clientèle, puisque c'est sa source de revenus. Et là, c'est un gros problème aussi, c'est que le thérapeute, il est aussi gérant d'entreprise, il a besoin que les sous rentrent pour vivre. Et donc, une clientèle fidèle, c'est très intéressant pour l'entrepreneur, parce que c'est une stabilité des finances. Et c'est aussi des choses qu'on regarde en supervision, c'est que nous avons déontologiquement le devoir, en tant que thérapeute, d'amener une évolution dans la démarche thérapeutique du patient, donc des fois on les pousse un peu, et d'amener une forme d'autonomisation du patient et de ne pas générer une dépendance au thérapeute. Ça, c'est facile aussi à faire. Et donc, l'errance thérapeutique, c'est aussi des patients qui ont été en dépendance de certains thérapeutes, mais qui n'étaient pas avec
les bonnes personnes pour les accompagner parce que leur problème était ailleurs. Et une quatrième dimension, c'est que aujourd'hui, nous voyons arriver des symptômes que nous ne savons pas vraiment traiter, comme la neuroatypie, l'hypersensibilité. Nous tâtonnons sur des symptômes, des nouveaux symptômes, et il va y en avoir de plus en plus avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a comme une mutation neurologique de l'être humain. Et nous tâtonnons avec nos outils et nos pratiques. Nous ne savons pas bien accompagner nos patients. Et on est dans c'est là où la supervision et l'intervision est importante, parce qu'on est dans une société qui essaye de comprendre ce qui se passe, qui se réorganise pour pouvoir accompagner au mieux ces nouvelles pathologies, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a pas mal de gens qui regardent là. N'hésitez pas à poser vos questions hein, à Claire-Lise si vous en avez. Entre-temps, il y a Julie et Cathy qui ont écrit un petit peu aussi. Qui parlent, Julie, notamment des institutions, de la supervision dans les institutions. Ouais, c'est intéressant. En fait, on pourrait le transcrire dans plein de domaines. Donc elle dit, ce que j'étais en train d'écrire, ça me fait penser que même pour les personnes qui travaillent en institution ou ont de la supervision dans ce cadre-là, la supervision... Je sais pas la suite alors. Attends. La supervision en groupe. Également hors institution permet d'élargir son regard plus loin que dans la dimension de l'institution. J'ai compris. Julie, tu peux poser ta question? Pour moi, en fait, elle soulevait la question de, quand elle parle d'institution, j'imagine d'un hôpital, de services hospitaliers, des écoles, que c'est quelque chose de... Là, je pense qu'on aborde la notion de ce côté un peu sclérosant des dogmes et des croyances, en fait. Ce que moi j'appelle l'ego thérapeutique. Il faut bien comprendre que dans toute nouveauté, au démarrage, on découvre des choses, on est on a une belle dynamique, on est très motivé, donc un nouveau courant thérapeutique, on vient de faire une école, on crée une institution. Par exemple, il y a plein d'écoles alternatives qui sont créées, il y a une belle dynamique, on est content, on crée une évolution. Et ça va toujours être la même chose en fait. C'est une dynamique finalement en spirale. C'est-à-dire que ça démarre en fait, il y a plein de belles énergies. Et ensuite, il y a une structure qui va se mettre en place, une structure par l'expérience de pensée, des concepts qui vont devenir des dogmes. Et à un moment, tout le monde ça va être des repères en fait systémiques et de groupe. À un moment, ça va scléroser la liberté de penser, la liberté de faire et d'être. C'est-à-dire que si tu n'adhères pas à la croyance du groupe, au dogme du groupe, tu déranges le groupe. Et donc là, on va être dans une forme d'ego. Et alors, en fait, on va retrouver ça dans toutes les dynamiques qui sont focus sur une méthodologie, une spiritualité, voilà, toutes les dynamiques focales. Donc, il y a aussi des institutions qui lancent leur dynamique, leur façon de faire. Au début, c'est génial, et puis à un moment, ça va se scléroser. Et là, en fait, on est dans un demi-cercle, et pour que la suite soit intéressante, il va falloir écrouler les croyances, élargir, c'est-à-dire élargir ce qui nous empêche de vivre, ce qui s'est sclérosé, pour vivre quelque chose d'autre qui va nous amener dans une compréhension bien plus grande que les croyances qu'on s'était mis, qui nous avaient structurées. Et là, on rentre dans une intelligence collective qui va être dynamisante, vivante, et qui va amener à un groupe qui va pouvoir fructifier et s'épanouir. Voilà. Donc la supervision, quand on
on est dans les institutions, on va être bloqué par le cadre de l'institution que l'on ne peut pas remettre en question en supervision si l'institution, c'est notre employé. C'est-à-dire, si l'institution nous emploie pour faire la supervision à leur employé, de manière tacite, on ne va pas pouvoir remettre en cause l'employeur. Donc, on n'est pas libre. Et ça pose des problèmes chez certains superviseurs, des problèmes déontologiques et éthiques. Donc, en fait, pour pouvoir être libre d'évoluer avec un regard extérieur, enfin un regard qui continue à prendre la distance pour nous amener cette liberté d'évolution, il est intéressant d'aller chercher de la supervision extérieure à l'institution, mais ce n'est pas évident parce que ça va forcément nous amener dans un regard défocalisé de ce qu'on vit, avec du recul dans ce qu'on vit dans l'institution, et ça peut nous amener dans une posture un peu bancale dans l'institution. Voilà. Donc ça, c'est ta réponse à Julie, je crois, qui est contente, qui dit voilà, c'est ça, merci. Donc ça, c'est dans le cadre d'une institution, mais si on est donc à son compte et qu'on veut se professionnaliser, tu parlais tout à l'heure, comme le dit Cathy, de la structuration de l'activité professionnelle et en quoi la supervision, elle aide ça, du coup. En quoi travailler dans tes groupes, du coup, peut aider à structurer, à créer son entreprise, en fait, tout simplement. Ouais. Alors en principe, ça c'est le coaching qui fait ça. C'est donc une partie des métiers de l'accompagnement. Le coaching, ça va nous aider à monter en compétence, à se structurer, à être compétent. Et donc le coaching professionnel nous aide à monter en compétence. Donc quand on lance une structure, on doit se faire suivre par des coachs professionnels, en principe. On va avoir des conseillers d'entreprise, peut-être un expert comptable, et puis un coach professionnel ou des groupes de coaching qui vont nous aider à structurer notre identité, notre entreprise de manière professionnelle pour qu'elle soit viable et qu'on soit un vrai professionnel. La supervision, en principe, elle ne travaille pas là-dessus. La supervision, elle vient poser les questions. C'est-à-dire que, suivant les cas qu'on nous amène en supervision, on peut dire, là, il y a un problème de structure de ton entreprise, peut-être ça remet en question l'identité de ton entreprise, peut-être ça remet en question, par exemple, pour quelqu'un qui a du mal à monter son activité, peut-être que là, il y a un problème de marketing, de communication, et on va pouvoir proposer à la personne d'aller faire du coaching professionnel. Comme il se trouve que moi, je suis coach professionnel et que ça fait 4 à 5 ans que j'accompagne des thérapeutes, en fait, ou des coachs dans le lancement de leur activité, et que dans les supervisions que moi j'ai vécues en groupe, je trouvais que c'était une dynamique que n'avaient pas assez les superviseurs. C'est-à-dire que les superviseurs, s'ils ont un regard trop analytique sur le transfert contre transfert avec le patient et la relation thérapeutique, parfois les problématiques de mes collègues ne se jouaient pas là-dessus, vraiment. Donc on perd du temps à essayer de comprendre un truc. Parfois c'est un problème de posture, de cadre, donc ça les superviseurs ils arrivent encore à le voir, mais parfois c'est un problème d'identité de la personne. Parfois c'est un problème qu'elle n'est pas ajustée par rapport à ce qu'elle veut vraiment. Parfois c'est un problème de charisme, parfois c'est un problème de communication, etc., etc. Et ça c'est des problèmes de coaching. Et donc on passe du temps en supervision, et encore ça c'est un problème de diagnostic. Au lieu de dire à la personne, tu devrais aller voir ça en coaching et ce n'est pas une réponse en supervision, on essaye de blablater pour comprendre un truc qui n'est pas de l'analyse, mais qui est vraiment un problème de coaching. Et en coaching, avec des outils, on règle ça. Voilà. Et dans les groupes que je propose, du coup, je propose en fait une passerelle entre les deux, puisque je suis à la fois superviseur et coach professionnel. Et on ne fera pas du coaching dans les groupes de supervision, puisqu'il y a un travail à faire et ce n'est pas l'espace pour. Mais éventuellement, on pourra débloquer des petites zones et orienter sur une problématique en coaching ou éventuellement proposer des groupes de coaching si c'est des problématiques qui apparaissent chez plusieurs thérapeutes ou coachs ou praticiens, proposer des ateliers de coaching pour aider sur l'identité professionnelle, sur le charisme. Et donc, il y a plein de choses en coaching qu'on peut voir et si ça résonne chez plusieurs personnes, on pourra faire des ateliers de coaching. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à Catherine.
Ouais, de ce que j'ai compris, en gros, c'est qu'on est tous des oignons et que toi, tu es une pro de chaque couche enfin, des couches d'oignons et que tu proposes du coup des groupes où on peut aller s'éplucher les uns les autres en toute sécurité. Tu vas aller chercher les puces dans la couche, là, au fond, là, il y a une puce, on va l'enlever. Ok. En fait, euh, aujourd'hui, nous vivons, parce que nous sommes dans une dynamique qui évolue dans la société, nous vivons du complexe. Voilà. Euh, et donc, nos problématiques sont complexes et il faut qu'on puisse pouvoir regarder les problématiques là où elles sont. C'est complexe, voilà. Donc, ce que je propose, c'est ce regard holistique et intégratif qui va pouvoir nous permettre d'aller dans le complexe, de le simplifier par des méthodologies simplifiées euh, que j'ai ou que je vais créer de supervision pour permettre de structurer les personnes pour qu'elles aient des repères, qu'elles sachent où elles en sont dans ce complexe, leur permettre concrètement par des exercices, soit individuels, soit de groupe, d'aller libérer leurs problématiques dans ce complexe, tout en ramenant dans ce complexe une simplification, une structure cohérente pour que la personne elle ait des repères et qu'elle puisse le poser à sa clientèle ou sa patientèle. Voilà. Super intéressant. Et du coup, concrètement, comment on s'inscrit à tes groupes? Est-ce que tu as des liens que tu pourrais partager pour les gens qui sont là, qui oseraient pas passer le cap? Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions à poser? Pas. Moi, ce que je voudrais parler là, c'est le symptôme en fait que on est en train de vivre, nous les accompagnants. Euh, C'est-à-dire, nous, ce n'est pas possible d'accompagner les êtres humains, que ce soit dans leur souffrance ou dans leur montant potentiel, comme on le fait dans le coaching, dépasser les résistances au changement et les faire changer en fait. Ce n'est pas possible de les accompagner seuls. L'accompagnement humain se fait en principe par une dynamique collective. Donc on le voit par exemple dans les hôpitaux, on fait tous les jours des réunions du tour médical, ce qu'on appelle. Et quand c'est bien mené, comme moi je l'ai vécu là où j'ai travaillé, chaque personne autour du patient a son regard, sa spécificité et sa parole. Donc l'aide-soignante, la femme de ménage, le kiné, euh, l'infirmière, la surveillante, le médecin, etc. Tout le monde a son mot et a un regard différent, une place différente dans le groupe autour du patient. Et face à la souffrance et à la complexité de la souffrance, ce regard multiple nous permet de prendre des décisions et des choix thérapeutiques les plus cohérents pour le patient. Nous ne pouvons pas penser accompagner un être humain qui est dans une problématique complexe seul. C'est impossible, en fait, parce que tout de suite, nous allons avoir un regard focal et nous allons nous défendre de ce qui se passe pour lui, de manière inconsciente, bien sûr. Et à un moment, en fait, nous allons bloquer le processus d'évolution du patient. Et nous allons charger. La supervision, ça devrait être obligatoire. Le symptôme de la souffrance des soignants aujourd'hui, c'est d'être seul. C'est d'être seul et coupé. Cette coupure, où on est seul dans son cabinet, pas relié à nos collègues, et n'ayant pas de regard pluriel sur nos problématiques, crée une énorme souffrance chez les thérapeutes, mais aussi, du coup, chez les patients, et ça crée cette errance thérapeutique. Aujourd'hui, il est évident que nous devons nous relier. Nous devons créer des groupes locaux, que ce soit dans la supervision, donc ce regard pour prendre du recul sur ce que nous vivons et essayer d'y mettre du sens, ou de l'intervision, qui est vraiment un regard au même niveau avec différentes pratiques
Et moi, ce que j'aimerais finalement faire évoluer dans les groupes que je propose, je propose des groupes de supervision et j'aimerais faire évoluer ces personnes vers une intelligence à la fois d'intervision locale, donc s'il y a des groupes locaux qui se créent. Parce que le problème qu'on a, c'est moi, en fait, si j'ai une personne qui a besoin, par exemple, qui a une dynamique énergétique un petit peu bloquée, que je pense qu'il a besoin de soins énergétiques, vers qui je l'oriente? Mm. Si j'ai pas un collègue qui est dans cette qualité professionnelle, que j'aurai l'exigence pour moi ou pour quelqu'un de ma famille. Moi, le problème, c'est vers qui moi je vais aujourd'hui. Vers quel thérapeute je vais pour moi, vers qui j'oriente ma famille et vers qui j'oriente mes patients. J'ai un problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, les vrais professionnels sont soit noyés dans la masse, ceux qui sont de qualité professionnelle, soit en état d'épuisement, tout seuls dans leur coin. Donc aujourd'hui, nous devons nous relier. Toutes les personnes qui ont envie de rentrer dans cette dynamique de qualité professionnelle, d'être ensemble et de grandir ensemble, nous devons nous relier. C'est une urgence pour nous tous en tant que soignants, mais aussi pour nos patients. Et l'élan que j'ai, c'est d'arriver à créer des réseaux locaux de professionnels qui connaissent la qualité et l'engagement de chaque thérapeute et qui vont pouvoir orienter les patients, suivant les besoins, vers des personnes fiables. Et le bouche à oreille nous fait gagner en stabilité financière. C'est-à-dire, nos meilleurs prescripteurs sont nos collègues et nos patients. Plus on gagne en qualité professionnelle, plus notre métier va se stabiliser au niveau financier, parce qu'il va y avoir du bouche à oreille et nos collègues vont nous envoyer du monde. Mm. Donc, investir dans la supervision, c'est investir à la fois dans sa propre qualité, sa propre évolution et sa propre sécurité. C'est investir pour nos patients la sécurité de leur accompagnement, aussi pour les familles, parce que le nombre de fois où en fait on ne prend pas le patient dans son contexte et on va le mettre en rupture avec la famille ou dans le couple, ça c'est pas possible en fait. On ne fait pas un travail d'évolution personnelle pour se mettre en état de crise dans son couple ou dans sa famille. Donc nous devons prendre la dimension systémique dans nos accompagnements, c'est obligatoire pour faire évoluer l'ensemble. Donc aujourd'hui, en fait, ce regard qui va être pluriel va nous aider à comprendre cette intelligence, qui est l'intelligence de l'accompagnement, qui évolue aujourd'hui énormément, et va nous permettre peut-être de créer des réseaux de qualité, et éventuellement de faire des partages de cabinets. Il y a une autre dynamique qui me tient à cœur, c'est que nous rentrons dans une société qui est en train de changer, mais de puissance comme ça. C'est-à-dire que tout ce que nous avons appris à l'école va être bientôt périmé, parce qu'il va y avoir un changement au niveau neurologique, entre autres avec l'intelligence artificielle, dans les relations, dans l'intelligence relationnelle, etc. Et nous devons en fait pouvoir nous remettre à jour régulièrement, c'est-à-dire nous poser des questions, chercher les réponses ensemble, contacter des experts. Et plus on est un groupe de professionnels en quête et en recherche, ensemble, plus on est prêt à investir ensemble pour aller consulter des experts, moins ça sera cher pour chacun de nous, et plus on va monter en compétences ensemble, mais chacun dans sa dynamique. C'est-à-dire que par exemple, si on a besoin d'aller consulter un expert en psychopathologie, parce que dans la psychopathologie, ça évolue énormément actuellement, et que tout ce qu'on a appris il y a 10 ans, c'est à remettre à jour, en fait, aujourd'hui. La psychopathologie concerne tout le monde dans le monde de l'accompagnement, parce que les gens qui ont des problèmes de psychopathologie, ils se font accompagner. Ils se font des massages énergétiques, ils se font de l'acupuncture, ils vont faire du qigong, etc., etc. Et donc, si ensemble, nous remettons des remises à jour, par exemple, au niveau de la psychopathologie, et que dans la prochaine supervision, justement, il y a une personnalité borderline qui est proposée en supervision, et que là, on est plusieurs à dire que ça ressemble à une personnalité borderline, évidemment, nous ne sommes pas des psychiatres, nous n'allons pas poser des diagnostics, mais nous pouvons éventuellement orienter la personne vers un psychiatre, si on s'aperçoit que ça va plus loin que nos compétences. Et on peut aussi avoir une idée de ce qui se passe et
et ça, c'est la force en fait des groupes de supervision comme je les propose. Parce que la société va évoluer, nous avons des nouveaux symptômes comme la neuroatypie actuellement. Il y a peu de professionnels qui savent ce que c'est que la neuroatypie. C'est aussi des termes où on met des fourre-tout. Par exemple, le pervers narcissique, c'est devenu un terme de fourre-tout où il y a peu de professionnels qui savent vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique, et c'est pas du tout ce que dit la société. Donc on est face à des professionnels qui n'ont pas de qualité, et de pouvoir en fait se dire en supervision, là il y a un problème de compétences, on est plusieurs à manquer de compétences, on va solliciter des experts pour avoir des cours, et ensemble en fait quand on va rencontrer ces cas-là, on va pouvoir comprendre ensemble comment on fait évoluer cette prise en charge. Pour moi, c'est un gage d'évolution ensemble dans une société qui va devenir de plus en plus insécure. C'est un gage de sécurité. C'est un collectif qui va remettre de la sécurité. Voilà. Il y a quelque chose avec lequel tu voudrais, un sujet avec lequel tu voudrais enchaîner, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que j'avais envie de parler encore ce soir? J'avais quand même envie de parler des qualités de notre société. On est de plus en plus dans une société qui est dans le paraître, dans les réseaux sociaux. Et on s'aperçoit qu'il y a des professionnels qui sont de plus en plus dans le savoir, dans le faire savoir en fait. Donc ils montent en qualité de communication. Donc on les voit sur les réseaux sociaux. Ils savent se faire savoir et le savoir-faire, il n'y est pas. Donc c'est des vitrines en fait. Hein. Et ça pose problème parce que évidemment ils vont avoir du monde, ils vont pouvoir en vivre, mais derrière en fait ils vont créer des dommages. On est dans une société superficielle où on est dans une société de zapping, on veut du vite, du rapide, du bien, du bon. On manque de profondeur, de courage, d'intégrité, de présence, de maturité. Et en fait, la vie, elle n'est pas si simple que ça. Et on a besoin de personnes qui savent traverser, qui savent être en présence, qui savent être responsables et aller voir en fait comment ça fonctionne en eux et autour d'eux. Euh, je crois que le symptôme de la société, nous les thérapeutes ou les accompagnants, nous participons euh, d'amener en fait la société dans une direction ou dans une autre. On est dans une société individualiste de consommation et à un moment, il va falloir qu'on puisse être aussi des lanceurs d'alerte dans le mal-être. C'est-à-dire que la société du bien-être, elle n'existe pas. Nous n'allons pas mieux, ce n'est pas vrai. Nous allons de plus en plus mal et il y a une vraie question à se poser aujourd'hui. Par contre, ça nous fait vivre du coup. Et ça pose un problème. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, la coupure, en fait, l'individualisme, on la retrouve dans la corporalité de notre profession. Nous devons sortir de cette coupure et pouvoir recommuniquer ensemble. Et entre autres, il y a une énorme coupure entre le monde de la thérapie conventionnelle et le monde de la thérapie alternative, qui va falloir qu'elle évolue parce qu'elle met tout le monde en souffrance et en priorité les patients. Nous avons du mal, nous les psychopraticiens, à parler avec des psychiatres. En tout cas, là, moi, je fais partie d'un groupe d'intervision où on sollicite les psychiatres de nos patients en difficulté pour re-questionner sur les traitements, les effets secondaires, et on voit que certains patients sous traitement vont de plus en plus mal, et on voudrait questionner le psychiatre sur qu'est-ce qu'il en pense, on n'a pas de réponse. On demande des entretiens, on n'a pas de réponse. Ça pose problème, ça. On n'est pas considéré, on est considéré comme des charlatans, en fait. Donc, il y a toute une vague de psychiatres qui va partir, les sachants. Il faut quand même savoir que la psychiatrie n'a pas évolué depuis un siècle. Donc elle a fait du bien quand elle a proposé le traitement, mais depuis un siècle, elle n'évolue pas. Et il y a une nouvelle vague de psychiatres qui est en train d'apparaître, qui prennent entre autres qui se base beaucoup sur les avancées scientifiques de ces dernières années, et qui prennent entre autres la psychonutrition, etc. Il y a des changements en cours.
Mais nous ne pouvons pas avoir la prétention de vouloir faire ce pont entre la médecine alternative et la médecine conventionnelle si dans la médecine alternative, nous ne sommes pas en mesure de prouver notre qualité professionnelle et notre compétence. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Parce qu'on est amalgamé à tout un tas de personnes qui, effectivement, sont... On entend des aberrations de la part de nos collègues. Parce qu'il y a un manque de connaissances, il y a des croyances, il y a des dogmes, il y a une religion. Ouais. Voilà. Et c'est pas possible, ça. Donc, pour moi, si je reviens à ta question du départ, s'il y avait quelque chose une loi à faire passer, c'est vrai que si j'étais ministre de la Santé, je serais bien embêtée. Il y a une loi que je ferais passer, c'est supervision obligatoire pour tout le monde. Voilà. Moi, j'adapte la loi, je vote pour si je suis autorisée à voter. Et pour les personnes qui recherchent des professionnels, la première chose à demander, vous avez plusieurs choses à vérifier, est-ce qu'ils font partie d'une fédération? Parce que dans les fédérations aujourd'hui, donc il y a eu une tentative, il y a des fédérations qui sont créées, qui ont fait une tentative de se fédérer dans ce label de qualité. Et ce qu'ils proposent pour faire partie de leur fédération, c'est un diplôme à leurs yeux valable. Donc, quelle école on a fait, et donc ils vérifient que c'est une école qui tient la route. Deuxièmement, ils demandent le nombre d'heures de psychopathologie qu'on a eu, avec certificat à l'appui. Troisièmement, ils demandent des certificats de supervision. Ça, c'est assez intéressant. Je veux dire, la qualité professionnelle, c'est quand même des gens qui ont fait une école qui tient la route, qui ont une connaissance en psychopathologie minimum. On n'est pas des psychiatres, mais on a beaucoup de patients en souffrance qui viennent nous voir et on doit savoir un minimum là-dessus et être supervisé. Voilà, donc quand on va voir un thérapeute, moi je regarde sur les sites internet, est-ce qu'ils font partie d'une fédération, quel type de fédération, est-ce qu'ils sont supervisés? C'est la première chose que je demande, voilà, que je regarde. Bonne façon de faire du tri au milieu de tout cet annuaire qui existe, quoi. Après, on le sent rapidement dans la posture, le cadre, même sur les sites internet, ça se voit rapidement en fait, le profil d'un thérapeute, s'il a un cadre qui tient la route ou pas. Mhm. Ça se voit rapidement en fait, voilà, je trouve. Et la première séance, les deux premières séances sont importantes. Les deux premières séances qu'on va faire en thérapie, elles ne sont pas là pour amener rapidement du changement, elles sont là pour tester la relation thérapeutique. Est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce que ça nous met en confiance? Est-ce qu'il y a un cadre qui est annoncé? Le cadre, il sert à ne pas rentrer en confusion dans la relation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'abus de pouvoir sur moi. Le thérapeute sait bien où il va, il a cadré la relation, j'ai mes repères, je sais dans quel type de relation je vais, qu'est-ce qui est à faire ou pas à faire, quoi. Et il n'y aura pas d'abus de pouvoir sur moi. Moi, je reçois par exemple, moi, à la première séance, j'annonce le cadre, je le fais signer. À la deuxième séance, je le fais signer, puis il est le temps de l'intégrer. Et j'ai beaucoup de personnes qui font de la thérapie depuis des années qui me disent c'est la première fois qu'un thérapeute me parle du cadre et ça me rassure. Et moi, je suis outrée. C'est parce que c'est la base de notre métier. Donc, c'est quoi ces thérapeutes qui n'annoncent pas un cadre? Pour moi, c'est très préoccupant, ça. Parce que ça laisse la porte, en fait, l'inconscient, s'il n'est pas cadré, il peut pas évoluer, il n'est pas en sécurité, et ça laisse la porte aux abus, la porte ouverte aux abus, psychologiques, émotionnels, tout ce que tu veux. Donc le cadre, il nous permet toujours d'évoluer dans la relation, on sait où on est, on sait ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Et souvent, dans les cas de supervision, c'est un problème de cadre qu'on va reprendre. Il faudra recadrer le patient, recadrer le thérapeute qui recadre aussi. Alors, donc le risque, si on ne se fait pas superviser, ça va être de charger dans l'inconscient et d'amener une
forme de résistance en nous à notre métier, on va perdre la joie et on va finir en burn-out. Ça va être d'avoir un regard focus, hein, un regard focal sur nos clients et en fait de les bloquer. Il est possible qu'à un moment, il y ait une relation dominant-dominé qui se crée avec nos patients et on va conforter leurs problématiques de vie tout en prêchant une forme de bienveillance. Donc il y a quelque chose qui est tordu là dans les relations. Et puis on peut créer de la dépendance chez nos patients. La thérapie, c'est pour gérer des problèmes ou le coaching pour les amener à... Alors dans le coaching, c'est beaucoup plus cadré puisqu'on fait des devis et des protocoles de coaching. Et quand c'est fini, c'est fini. La thérapie, c'est plus compliqué parce que on va jouer sur la relation transférentielle pour amener le patient à évoluer dans son inconscient, mais il va falloir qu'on l'amène à s'autonomiser. Et donc lui faire passer des caps dans la relation jusqu'à qu'il arrive à trouver son autonomie. Ça va plus ou moins vite suivant les patients. Et donc si on n'est pas supervisé, il est possible, parce que des fois en supervision, quand on pose un cas, on s'aperçoit qu'en fait, c'est qu'un problème de dépendance au thérapeute. C'est-à-dire que l'inconscient, il y trouve son compte dans cette relation qu'il écoute, qu'il le materne, qu'il lui passe la pommade, qui est là pour lui et tout. Et il n'a pas intérêt, en fait, à grandir ou à guérir. Et donc, c'est là où le thérapeute va devoir prendre une autre posture pour amener le patient à évoluer. Et en supervision, on va pouvoir le nommer, c'est-à-dire il y a un problème de dépendance. C'est un vrai métier, hein. C'est un vrai métier et c'est hyper complexe en fait, hein. Il y a beaucoup de joie à être supervisé. Quand on est dans des groupes de supervision, c'est joyeux, c'est dynamisant, c'est rassurant, c'est sécurisant, c'est cocooning aussi. Ça prend soin. Si on écoute toute la journée la souffrance des autres et qu'on n'a pas des espaces où on peut écouter la nôtre, on pète un câble. C'est pas possible, c'est pas humain en fait. Voilà. Moi, je peux en attester. La supervision, je la pratique dans mon cadre professionnel de coaching vocal, hein. Et c'est vrai que je continue la supervision depuis, je crois, 4, 5 ans. 5 ans que je fais ce travail. Et j'en ai besoin. Ça me fait évoluer j'en ai besoin en fait parce que j'ai besoin comment dire, les gens qui viennent me voir veulent grandir, ils veulent s'épanouir dans le travail de la voix. Et moi, en fait, j'ai besoin de grandir aussi, quoi, parce que ça pousse en permanence, pousse en permanence. Donc la supervision, pour moi, c'est obligatoire, c'est nécessaire. J'en ai vraiment besoin. Mais pour tout le monde en fait. Ce que tu décris là, c'est la base de l'accompagnement humain. Mm. On, on démarre nos métiers parce qu'on a un appel, peut-être aussi parce qu'on a besoin de se soigner soi-même, c'est ok ça, hein. Mais simplement on va pas l'utiliser le patient pour ça. Euh, mais les échos vont nous faire travailler, on va aller soit avec nos propres thérapeutes, parce qu'on a aussi l'obligation de la thérapie, en principe, quand on est accompagnant. C'est-à-dire qu'on va travailler des espaces en nous qui sont tout le temps en travail dans nos blessures, etc., avec des thérapeutes, et en supervision, c'est juste qu'on prend du recul sur ce qui se passe dans l'essence avec nos patients, en fait. C'est deux choses différentes. Euh, mais c'est un métier qu'on choisit, dans lequel on va évoluer, et dans lequel on va faire évoluer nos pratiques par la supervision et la thérapie personnelle. C'est indispensable. S'il n'y a pas ça, on part en vrille. Et nos patients avec. Et on fait de la maltraitance. On fait de l'abus. C'est un métier difficile, moi je trouve. C'est un très beau métier. Derrière, en fait, ces cadres qu'on va poser, cette posture qu'on va prendre et nos outils, il y a notre être thérapeute. Et dans l'être thérapeute, c'est là où on trouve tous les bénéfices, nous. C'est-à-dire que il y a beaucoup de joie à être dans cette relation humaine pour nous. Il y a beaucoup de sens à être là dans la souffrance avec les autres ou de les accompagner dans une évolution, un changement, etc. Il y a du sens pour nous profondément et notre être va s'épanouir là-dedans. Mais il ne peut s'épanouir que s'il y a un cadre fort qui protège, une posture qui protège et des outils qui aident. Et c'est finalement dans les pratiques d'accompagnement, c'est pas tant le cadre, il protège, la posture, elle permet une relation thérapeutique et pas une relation normale.
une relation thérapeutique, ça s'apprend, cette relation, elle est très spéciale, ou une relation de coaching, donc on apprend ça. Les outils nous permettent de travailler, mais finalement, ce qu'on dit, c'est que c'est à 80%, quand il y a des processus d'évolution ou de guérison, c'est à 80% la relation thérapeutique qui se fait entre l'être et la personne. C'est quand, au-delà du cadre, au-delà de la posture, au-delà de l'outil, notre être est là, et on peut être là à cœur ouvert, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la compassion, et en permanence pouvoir dézoomer, c'est-à-dire comprendre notre patient dans le contexte dans lequel il est. C'est-à-dire que lui, il arrive avec un regard aussi focus, nos questions l'orientent, et en permanence, nous, il faut qu'on l'écoute, c'est qu'on dézoome, qu'on écoute le contexte dans lequel il est, pour pouvoir l'amener dans cette... à ouvrir aussi son regard et l'amener dans cet équilibre-là, qui est l'équilibre de sa vie. Si, en fait, on n'arrive pas à développer notre être thérapeute au-delà des cas, des postures et des outils, eh bien, on va se faire chier, en fait. On ne va pas être bien dans notre travail. Donc, on apprend ça dans les premières années, et ensuite, c'est notre être qui va trouver du bénéfice, parce qu'en fait, il y a du sens profond à accompagner l'humain et l'humanité dans sa souffrance ou dans son changement. Et pour moi, en tout cas, aller dans l'intelligence de l'amour, parce que toute personne, finalement, qui n'est pas bien, c'est une personne souvent qui est en déséquilibre, qui a un problème de positionnement et de conscience, et qui a un problème d'amour. Et la guérison, elle va passer par là. Elle va passer par l'écoute empathique réelle dans l'être, que l'être du thérapeute puisse, au-delà du cadre de la posture et de ses outils, pour être là en présence et en empathie et voire en compassion. Et là, en fait, la guérison, elle s'opère parce que quand tu as créé une relation de confiance qui est bienveillante avec une personne qui a la capacité de t'accompagner et d'être là en présence avec toi et de t'écouter avec son cœur, bah ça guérit. Ça guérit toutes tes blessures. Instantanément, quand tu captes le truc. Mais par contre, ça peut générer de la dépendance. Donc il va falloir à un moment amorcer le processus de séparation. Voilà. Est-ce qu'on répond à une dernière question et puis après peut-être tu pourras nous dire donc Oui. comment rejoindre ça. Parce que je pense à Catherine tout à l'heure qui parlait de comment un enseignant Qigong peut trouver, qu'est-ce qu'il peut trouver un enseignant Qigong en venant dans tes groupes. Voilà. Et ensuite, tu pourras peut-être nous dire du coup comment on peut s'inscrire, rejoindre tes groupes. En fait, que ce soit un enseignant de Qigong ou, j'allais te dire, quelqu'un qui est agent de surface à l'hôpital auprès du patient. Bon, j'exagère un peu sur les différences de place auprès de la personne qu'on accompagne. Tout le monde va trouver la même chose. Tout le monde va pouvoir déposer comment ça résonne en lui, ce qu'il vit avec la personne qui l'accompagne. On va aller travailler, par exemple, un enseignant de Qigong, on va y travailler quel est son cadre, en fait, et sa posture, à quoi il sert, et qu'est-ce que viennent chercher les gens chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une relation transférentielle qui va se passer du groupe vers lui, et lui, un contre-transfert de lui vers le groupe. Et avec un risque d'abus de pouvoir d'un côté ou de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de vivre avec son groupe? Qu'est-ce qui se passe dans les relations humaines, puisqu'il est dans l'accompagnement humain? Donc, on va aller voir les cannes, les postures, son outil, éventuellement, et son être. Et ensuite, au-delà de ça, il va pouvoir, dans ces groupes, peut-être qu'il y aura des symptômes de groupe qui vont apparaître, et on va pouvoir, avec le groupe de supervision, aller explorer son symptôme de groupe pour comprendre ce qui se joue dans son groupe, par exemple. Il peut avoir des problèmes juridiques qui se posent, des problèmes déontologiques. On va aller travailler la déontologie de sa profession. Qu'est-ce que dit la déontologie dans telle problématique? Est-ce qu'il en a une? Est-ce qu'il la connaît? On va l'interroger là-dessus. Et on va travailler aussi les problèmes d'éthique, c'est différent de la déontologie. Donc, il y a des fois des problématiques qui viennent questionner l'éthique de la profession. Et puis, il va aussi avoir sa place dans accompagner les autres. C'est-à-dire que dans la supervision, on se fédérer à être ensemble. Il y a à la fois pour moi, je le fais pour moi et ma profession, mais aussi pour mes collègues.
et accompagner mes collègues avec mon regard d'expert en Qigong qui sait plein de choses et qui peut, dans des cas particuliers, parler du regard du prof de Qigong, qu'est-ce que dans cette problématique-là ça évoque. Et ensuite, dans les groupes, il y a une dynamique de groupe, donc il y a des exercices qu'on va faire en groupe, des constellations systémiques entre autres, et il va participer à tout ça, et ça va peut-être l'amener à comprendre plein de choses aussi dans sa vie, en tout cas il y a plein de choses qui se passent avec les groupes tout le temps. Par contre, dans mes groupes à moi, on ne va pas travailler sur les outils des gens, puisque les outils seront différents. On pourra questionner l'outil. Peut-être que le groupe dira, mais là, j'ai l'impression que c'est l'outil qui ne va pas. Et donc, dans ce cas-là, on enverra la personne aller voir son prof de Qigong pour aller revoir son outil. J'espère que Cathy a eu sa réponse satisfaite. En tout cas, on a beaucoup de merci, de gratitude pour ce que tu nous as présenté ce soir. Moi-même, je te remercie. C'est compliqué pour moi. J'ai beaucoup l'habitude de faire des groupes Zoom, euh, de faire des formations ou des conférences. C'est la première fois que je fais un live et je ne vois pas les gens. Ah, ok. Donc, j'ai du mal à capter la dynamique du groupe. C'est une expérience étrange parce que tu es là, il y a de l'écrit et en même temps, il y a des gens qui participent pas au chat et qui nous écoutent aussi. Il y aura les gens du replay. Donc, je suis un peu perdue dans la dynamique du groupe. Là, j'expérimente et je me sens, c'est bizarre. Il y a une forme de platitude mon corps, mon être, en principe, je vois les regards, je vois les expressions, je vois les dynamiques. Il y a tu vois, et là, même quand je lis, tu vois, je vois que c'est des phrases, mais j'ai du mal à mettre du relief dedans, tu vois. Pour renvoyer toutes les expressions, les regards, alors. C'est particulier, voilà, c'est Tu une vois les expérience. messages, en tout cas, tu as pu voir les messages, Clarisse, quand même. Ouais, sur le- ouais, j'ai un peu vu rapidement. Une nouvelle expérience, bah oui, c'est étrange. C'est-à-dire que mon cœur a du mal à capter la dynamique de l'ensemble. J'ai du mal à, mais bon, voilà, c'est étrange pour moi. En tout cas, j'ai trouvé ça très clair, hyper enrichissant. Euh, Merci, du coup, de m'avoir permis de partager ça. Euh, Concrètement, Claire-Lise, il y avait un lien qu'on pourrait retrouver, qu'on peut envoyer aux personnes qui sont là, qui n'osent peut-être pas communiquer sur le chat, mais qui, voilà, qui peuvent être intéressées. Alors, donc les propositions que je lance aujourd'hui, il y a démarrage de 4 Zooms, deux groupes, pardon, 4 groupes, 2 groupes en présentiel entre Nîmes et Montpellier, à Clarensac, c'est un petit village entre Nîmes et Montpellier, donc entre Nîmes et Sommières, donc dans le sud de la France. Donc 2 groupes en présentiel, donc un groupe qui démarre en mai et un groupe qui démarre en juin. Et ce va être des groupes de 4 à 6 personnes qui vont s'engager ensemble pour 6 sessions. Donc une session d'une demi-journée tous les 2 mois. Euh, et donc ça sera des groupes de supervision intégratifs et holistiques où on va travailler tout ce dont on vient parler. Sont aussi bienvenus les personnes qui démarrent, voire même qui n'ont pas encore une activité professionnelle euh, réelles, mais qui sont en cours de démarrage concret. Voilà, parce on peut travailler aussi leurs problématiques de démarrage, etc. Et il faut savoir que c'est précieux d'être accompagné. On observe que les personnes supervisées démarrent plus rapidement que les personnes non supervisées. On observe qu'il y a un effet entre la supervision et le bénéfice financier qu'on en a derrière parce que la posture et le cadre est plus clair. Et quand on travaille aussi la communication, le marketing, on va plus vite. Et surtout, la qualité professionnelle est rapidement là au rendez-vous, les bouche-oreille prend. Et même moi, je peux envoyer certains de mes clients, quelqu'un qui démarre, mais que je sens que la qualité professionnelle est là. Ça ne me dérange pas. J'aurais plus de mal à envoyer mes clients sur quelqu'un qui est installé depuis 10 ans, qui est dans un rond où je sens qu'il y a une qualité professionnelle qui n'est plus là. Voilà. Donc, sont bienvenues les personnes qui démarrent aussi. Donc, concrètement, ensuite, au vu de ce qui se passera dans les groupes, il y aura des soirées Zoom
pour éventuellement aborder des thèmes particuliers suivant les besoins des groupes. Donc moi, je vais créer, en fonction de ce qui se passera dans les groupes, des soirées à thème. Ça pourra être des réflexions autour de la déontologie, de l'éthique. Ça pourra être de la réflexion autour de à quoi sert un cadre, c'est quoi une posture. Ça pourrait être de la réflexion autour de la neuropathologie, de la psychopathologie, de la neuroscience. Ça pourrait être de l'enseignement sur la psychoéducation qui est commune à tous nos métiers. Un prof de Qigong peut faire la psychoéducation, par exemple. Et plein d'autres choses qui pourront voilà, venir en lien avec ce qui va se passer dans nos groupes. Une troisième dynamique qui va se créer, c'est si vraiment il y a des besoins communs à plusieurs personnes, je pourrais créer des ateliers pour répondre à ces besoins, qui seront en delà de la supervision, qui iront plus loin, des ateliers par exemple de coaching ou de formation. Et puis j'ai envie d'aller vers amener ce groupe dans cette intelligence du collectif et l'intelligence des pairs, et les amener petit à petit dans une intelligence d'intervision, comme on peut le vivre à l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils puissent euh, parler dans cette intervision des problématiques de leurs patients, donc c'est en dehors de la supervision, et entre autres avec des experts. Voilà, et proposer, solliciter des experts en fonction des problématiques qu'on va avoir ou de l'évolution de la société. Alors ça peut être des experts juridiques, s'il y a des lois juridiques qui passent et qui vont mettre à mal nos structures d'entreprise, par exemple. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut se fédérer? Est-ce qu'on peut faire des partages de cabinets? Comment on peut faire pour évoluer avec les lois françaises? Ça peut être des experts de marketing, de communication, ça peut être des experts en psychopathologie, des experts en neurosciences, ça peut être des experts dans tout ce qui se passe en lien avec l'évolution des adolescents. On est vite perdu actuellement. La souffrance des enfants aussi aujourd'hui, le harcèlement à l'école, etc. Des choses, la neuroatypie aussi, des choses qui évoluent rapidement et où nous, les professionnels en cabinet, on n'est pas remis à jour en fait. Donc on a besoin de trouver des espaces où on peut évoluer ensemble. Donc voilà, c'est ce que j'ai proposé. Et donc concrètement, les groupes vont démarrer, le premier groupe, il démarre le 21 mai, donc je clôture les inscriptions le 12 mai, donc c'est dans une semaine. Donc pour s'inscrire, vous avez tous les liens sous ce live, les liens, vous allez télécharger le dossier d'inscription, donc il y a un petit questionnaire à me renvoyer pour voir qui vous êtes, que j'apprenne à vous connaître et savoir si votre profil correspond au groupe que je propose. Et si oui, ensuite on aura un petit entretien de 20 minutes voilà, pour faire connaissance avant de démarrer les groupes. Et donc tout ça, il faut que ce soit fini avant le 12 mai. Il reste quelques places en présentiel et par Zoom partout en France. Et donc c'est le moment de s'inscrire maintenant. Il y a des groupes qui vont démarrer, donc vous allez trouver les dates en cliquant sur les liens sous la description de ce live. Donc vous allez faire le choix des groupes qui vous correspondent le mieux et moi je vais organiser les groupes en fonction de vos choix. Donc c'est pour ça que je souhaiterais que pour le 12 mai, tout soit clôturé pour qu'on ait une vision de comment s'organisent les groupes. Si jamais vous avez ce live en replay et qu'on a dépassé la date du 12 mai, contactez-moi toujours pour voir s'il reste des places. Et il y a des groupes qui vont démarrer. Donc il y en a un qui va démarrer le 19 mai, le 26 mai en présentiel à Clarensac. Et puis ensuite, il y a des groupes qui vont démarrer en juin. Donc il y en a un qui démarre le 9 juin et l'autre le 17 juin. Voilà. Donc pour vous inscrire, vous allez sur les liens en dessous de dans le descriptif de ce live. Et il y a des liens où vous pouvez cliquer dessus. Et donc, il y a le dossier à télécharger. Et entre autres, il faut me renvoyer la fiche de préinscription avec le petit questionnaire à remplir. Me le renvoyer rapidement pour que je puisse organiser avec vous les petits entretiens pour qu'on fasse connaissance et que je puisse valider votre inscription. Et l'inscription est validée une fois que vous avez signé la charte professionnelle et que vous avez fait le premier paiement. Il faut savoir que ces groupes ce que je propose reviennent à 80 € la session, donc c'est vraiment pas cher. Et il faut savoir aussi que c'est pris en compte, c'est déductible des impôts, c'est pris en compte comme charge professionnelle, donc suivant votre statut, vous serez déduit de 20 à 40% encore là-dessus. Et le paiement, il se fait en une fois ou en 3 fois. Voilà.
Donc vous trouverez tout ça sous les liens sous cette vidéo. Ok, je vois pas ce lien. Mais oui, si, ouais, ils sont dans le descriptif, tu m'as dit, ouais. Oui, on les voit. Voir plus. Ok, parfait. Merci, Clarisse, pour tout ça. Est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais dire avant peut-être qu'on se... Moi, j'avais envie juste de témoigner de mon vécu. Mhm. En tant qu'infirmière, donc j'ai été 12 ans en réanimation, adulte et néonatale. J'ai aussi été professeure aux écoles d'infirmières, donc j'ai enseigné. Euh, et j'ai vécu une vraie bascule dans le monde de l'hôpital où il y avait une dynamique en fait très euh, dans ce que moi j'ai vécu très autour du patient et une belle dynamique de soins qui après s'est inversée et qui a été euh, au profit de l'argent, enfin du profit. Euh, dans moi, ce que j'ai vécu dans cette belle dynamique, c'est vraiment ce regard du collectif autour du patient et de prendre des décisions ensemble. Ça m'a beaucoup plu. La place de l'infirmière l'infirmière avait une vraie place. Et j'ai vécu un épanouissement professionnel certain à ce niveau-là, où comme c'était mes 7 premières années de mon métier, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais de vivre ça dans une équipe d'une telle qualité. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je propose ces groupes de supervision? C'est que dans mon évolution professionnelle en tant que thérapeute en cabinet, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour recréer ça. C'est-à-dire que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour avoir de la supervision individuelle, de la supervision de groupe, et comme j'évoluais dans différentes dynamiques d'accompagnement, j'avais plusieurs superviseurs qui m'accompagnaient dans ces dynamiques. Et il y avait un énorme investissement financier. Mais il y avait aussi un manque de cohérence entre tous les groupes et les supervisions que je faisais, puisque chacun me donnait son regard. Et donc, finalement, à force d'être dans ces groupes de supervision et de se poser ensemble la question de ce qu'on était en train de vivre, finalement, on s'apercevait qu'aussi la difficulté qu'on avait en cabinet, c'était un problème sociétal et pas qu'un problème de nous, en fait. J'ai parlé en groupe de supervision de la possibilité de créer une autre façon de se faire superviser, d'être ensemble. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est quand même assez novateur, ça n'existe pas vraiment. Et c'est sorti d'un rêve collectif depuis le Covid, en fait, l'après-Covid, où on s'est beaucoup posé de questions euh, entre différents superviseurs et différents collègues avec qui je me faisais superviser. Et est né, en fait, donc j'ai structuré petit à petit cette dynamique. Et aujourd'hui, ce que je propose a été validé par mes superviseurs, mais sans le collectif, ça ne peut pas prendre. C'est-à-dire que je ne peux pas euh, toute seule, en fait, créer ça. C'est-à-dire que pour que ce collectif existe et prenne, il faut que les personnes fassent le pas et s'inscrivent et vivent l'expérience de ce type de supervision avec moi et qu'on voie ensemble où ça nous amène. Voilà. Donc, le témoignage que j'ai, c'est que je ne sais pas les gens qui nous écoutent, ce qu'ils vivent de leur côté en cabinet et en supervision. Euh, mais ce que je propose là, ça n'existe pas vraiment ailleurs. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais trouvé. Un espace holistique et intégratif qui va inclure aussi le coaching et qui va proposer une évolution ensemble, une évolution vers de l'intervision avec des experts. Voilà. Tout ça dans une dynamique économique jouable pour nous. Voilà. Et puis autre chose qui me tient à cœur, la supervision, c'est pas donc une fédération, c'est pas non plus, c'est différent d'un groupe de thérapie. On fait pas de la thérapie, c'est différent de formation. C'est pas une école, c'est différent d'une fédération. Euh, dans une fédération, par exemple, s'il y a une plainte de patients contre vous à la fédération, ils peuvent vous virer. Bon, la fédération n'a aucun pouvoir sur vous, hein, c'est très symbolique. Mais donc moi, personne ne vous virera de mes groupes, sauf si ça pose un problème dans mes groupes. Voilà, il y a un problème de cadre dans mes groupes, mais c'est pas une fédération et c'est pas non plus un ordre de professionnels. Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que la supervision laisse libre. C'est-à-dire qu'on vient chercher en supervision des regards différents, une expérience,
une compréhension, et on repart avec ça et on en fait ce qu'on en veut en tant que professionnel. Et c'est pour moi important de travailler avec des personnes qui ont cette qualité aussi d'autonomie, Mm. d'indépendance et d'autonomie. Euh, euh, voilà ce que j'avais envie de dire. Il faut des personnes qui ont envie de grandir. Oui, et puis qui ont, qui ont cette valeur de la responsabilité, en fait, de leur propre responsabilité. Et en fait, on est tous différents, et on évolue tous de manière différente, et la supervision, elle permet juste un regard différent, et on en fait ce qu'on en veut dans notre propre responsabilité autonome. Voilà. Merci. Je crois on a fait le tour de toutes les questions. On a eu des remerciements. On a eu des au revoir aussi. Est-ce que c'est Et, le moment de se dire au revoir, Claire? ouais, peut-être Amandine, est-ce que tu veux parler un peu de ce que tu fais, toi, si tu es? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce live? Moi, je suis coach vocal, ouais, et je travaille en supervision avec toi. Donc, j'ai l'expérience de la supervision, mais de la supervision individuelle, par contre. Dans le coaching que je propose, alors, au début quand j'ai créé mon entreprise, j'ai fait aussi, j'ai voulu prendre une posture de thérapeute. Donc, c'est pour ça qu'à la base, j'ai commencé la supervision, c'est parce que ça me paraissait essentiel pour moi. Pour le coup, je n'avais pas d'école, je n'avais pas fait d'école, donc je n'avais pas d'appartenance dans mon domaine, dans lequel je suis devenue experte par l'expérience. Et donc, j'avais besoin d'une supervision par souci d'intégrité professionnelle, voilà, de structure aussi. Donc, et j'ai continué la supervision avec Claire-Lise en reprenant une posture de coach et en arrêtant mes suivis, en mettant fin à mes relations thérapeutiques. Et je continue la supervision aujourd'hui en tant que coach. Parce que j'estime que le travail de la voix que je fais touche énormément au corps émotionnel. Et donc, à partir du moment où il y a de l'émotion, de la sensibilité, de la vulnérabilité, je me dois de prendre soin des personnes qui viennent dans ma structure, dans mon école. Et donc, s'il y a de la vulnérabilité et de la fragilité et de l'émotionnel, je dois prendre soin aussi de moi, ma propre structure, de mon propre émotionnel. Et donc, j'utilise les supervisions pour ça, en fait, entre autres, pour être le plus intègre possible avec les personnes qui viennent me voir. Et puis, pour être justement, pour avoir des mises à jour automatiques aussi. Parce que, comme disait Claire-Lise, les choses évoluent, la société évolue, les besoins évoluent, les outils évoluent. Moi, mon outil évolue en fonction des gens qui viennent me voir. C'est en perpétuel mouvement et dans le mouvement, il y a besoin d'une d'une corde. Et l'on peut se rattacher pour se muscler et se structurer en permanence. Si Voilà. les gens ils veulent faire du coach vocal avec toi, ils font comment? Moi, je suis à Mazamet dans le Tarn, dans la montagne noire, donc il faut pouvoir se déplacer jusque-là et puis me contacter via les réseaux sociaux euh, ou sur mon site internet. Ça s'appelle comment? Amandine Christman, coach vocal de l'ombre aux paillettes. Mais sur Instagram, c'est Amandine Christman, coach vocal, alchimiste. Voilà. Amandine Chrisman, Ouais. coach vocal alchimiste de l'ombre aux paillettes. Et donc tu fais de la supervision. Comment tu fais la supervision avec moi si toi tu es à Mazamet et moi à Nîmes? Par Zoom? Ça marche? Ouais, ouais, ça marche très bien. C'est très efficace. Pour moi, en tout cas, c'est très efficace. J'ai énormément grandi dans ma posture professionnelle grâce à ce travail-là avec toi. Donc, merci. Oui, le Zoom, c'est assez magique depuis le Covid, hein, et moi, j'ai animé des groupes de femmes pendant 8 ans. Et on a traversé le Covid et on a traversé par Zoom. Et après, j'ai animé aussi des groupes de femmes par Zoom. Et ça marche bien, oui. La thérapie, la supervision, le coaching par Zoom,
marche bien. La seule chose que je n'arrive pas à faire par Zoom, c'est les massages. Mais c'est bien dommage parce que ça manque des fois. Voilà, ça demande un peu d'organisation Et parfois. si il y a des thérapeutes voilà, corporels qui viennent en supervision, peut-être tu pourras, toi, me les renvoyer. Ils feront partie du réseau et voilà. Ouais, ouais, cette notion de réseau, elle est importante et c'est important qu'on arrive à trouver des collègues, mais des collègues supervisés. Ça, c'est moi, j'ai du mal maintenant avec mes collègues qui ne sont pas supervisés parce que j'en vois la limite. Mes patients voient la limite. Des fois, ils reviennent me voir, j'ai envoyé vers une collègue et ils ont une problématique, quelque chose qui ne leur convient pas. Bon, je vois bien que c'est des problématiques de supervision. Voilà. Donc, on a besoin d'être en réseau avec des gens supervisés, hein, pas forcément par le même superviseur, hein, on s'en fiche, hein, mais voilà. Je Écoute, réponds, pardon, juste à Béa qui me demandait si on pouvait pas faire le coaching vocal par Zoom aussi. Je me permets de répondre qu'est-ce que tu as dit alors? je fais aussi par Zoom. Après, pour le suivi sur la temporalité, des temps de présence sont nécessaires parce que la musique, quand même, c'est bien quand on peut la pratiquer en vrai, en Qu'est-ce que physique. ça veut dire en vrai? Donc ça veut dire que tu fais du coaching par Zoom, oui. Ouais, mais en vrai, je suis au piano, on peut improviser, je peux accompagner, on peut chanter à deux, donc ça manque un peu par le Zoom, quoi. Parce que le Zoom, je vais coacher techniquement plutôt. Je vais donner des outils, je vais entendre la personne chanter, je vais pouvoir corriger, donner mon expertise, accompagner sur les personnes qui ont des projets professionnels aussi, sur toute la partie casting, comment se présenter, etc. Travail de l'interprétation. Mais pour la joie, il faut de temps en temps venir à mes amis. Donc c'est combien? Une fois tous les 2 mois, une fois par mois, une... Une fois par mois, ouais, tous les 2 mois ou par mois, idéalement. Une fois par mois, c'est chouette. Ah, il faudra retravailler ton cadre, il est trop flottant. Ah, allez, prends rendez-vous. Prochaine supervision, je veux un cadre qui tient la route pour une réponse claire à Béatrice. Je viens d'aménager à mes amis, alors les Zooms, je suis pas encore à l'occasion. Ouais, je vais travailler. Et ça, c'est du coaching pro, en plus. Ouais. Merci en Merci tout en tout cas. cas, Amandine, pour ton élan. Tu as souhaité me soutenir dans cette campagne de com. Il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie de communiquer. C'est notre métier. Dans un métier, il y a plusieurs métiers. Il y a l'entrepreneur, il y a la communicante, il y a celle qui fait les soins. Euh, et parfois, on n'est pas vraiment expert dans tout. Et communiquer pour une thérapeute, c'est pas toujours facile. C'est même des fois très dur. Donc, tu as souhaité me soutenir. Je te remercie beaucoup. Donc, ben, vous aussi, si vous souhaitez soutenir la communication de ces groupes, merci de partager ce live, de commenter aussi parce que le groupe, le live sera référencé. Plus il y aura des commentaires dans le replay. Donc, mettre vos commentaires, les partager, faire partager aux collègues autour de vous qui pourraient être intéressés rapidement, puisque vous avez compris que les inscriptions restent encore une semaine et ensuite c'est clôturé. Donc merci à tout soutien qui est bienvenu parce que toute seule, j'y arrive pas à tout faire. Le bouche-à-oreille fait beaucoup. Donc si vous avez aimé ce live, si vous avez envie de partager, ben merci. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questionnaires en sachant que ça n'engage à rien. L'engagement, il est une fois que vous avez signé le contrat professionnel et payé votre première échéance en fait. Donc vous pouvez envoyer les questionnaires, on peut avoir des entretiens ensemble, voir si on a envie de travailler ensemble, ça n'engage à rien. Merci Amandine, merci à vous tous qui nous avez écoutés, à toutes les personnes dans le chat qui nous ont accompagnés, qui ont commenté, qui ont questionné, qui ont donné de leur présence. Merci spécialement à Béatrice, Catherine et Julie pour leur dynamisme, leur présence et leur smiley. Plein de smileys partout. Quand il y a des smileys, c'est rigolo. Euh, et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir et qui ont été là et qui seront là aussi en replay. N'hésitez pas à contacter soit Amandine pour du coach vocal, soit moi, soit donc pour de la supervision professionnelle, pour du coaching professionnel.
Je continue à faire de la thérapie intégrative et holistique un petit peu parce que je vais bientôt arrêter. Je prends les derniers patients. Je vais m'orienter beaucoup plus les mois et les années à venir sur le love coaching, c'est-à-dire travailler sur l'intelligence affective, amoureuse, relationnelle dans les couples ou chez les célibataires ou dans les familles, avec nos adolescents, nos enfants, euh, aussi dans la communication intergénérationnelle. Je vais orienter tout mon métier là-dessus, donc n'hésitez pas à me contacter pour tout ça aussi, et donc à bientôt. Et merci Amandine. Merci encore, Clarisse. Allez, il faut que je trouve la bonne fenêtre. Hop, au revoir.